Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Dans le cadre du Grand Prix de Bahreïn, notre premier de la saison, mon nom est Abdoussal et je suis très content de vous avoir. On enregistre en fait 45 minutes à peu près après la tombée du drapeau à damier, un Grand Prix de Bahreïn qui s'est terminé un peu dans la folie. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou. Comment vas-tu? J'étais sur mes réserves pour le premier Grand Prix, puis finalement les 10 derniers tours ont été plutôt excitants. Effectivement, et j'ai hâte d'en parler parce que c'était de la folie pure. Et j'ai un invité un peu de dernière minute, comme ce fut le cas avec Nicole Kelberg. Euh, Vous l'avez déjà entendu lors de l'épisode numéro 99. C'est le CEO du groupe F1 Québec sur Facebook. C'est Julien Légaré-Turcotte. Salut Julien, Bonjour Abdou, comment vas-tu? ça va très bien. Quelle fin de course! Vraiment une première course en 2022 qui est à l'image de la dernière course de 2021. Ouais, mais au moins, on va se souvenir de ça pour les bonnes raisons. Tout à fait. Ouais. Donc, je vais vous donner tout de suite le top 10 du Grand Prix. Alors, c'est une victoire de Charles Leclerc sur la Ferrari. Et en fait, un doublé Ferrari avec Carlos Sainz qui termine deuxième. Ça, c'est une surprise et c'est la première fois, c'est rare que je dis ça. Mais Lewis Hamilton monte sur le podium, troisième. George Russell termine quatrième. Kevin Magnussen, ça aussi une autre surprise, cinquième. Valtteri Bottas, non pas dans une Mercedes, mais dans une Alfa Romeo, sixième. Esteban Ocon dans la Alpine, septième. Yuki Tsunoda, huitième. Neuvième, Fernando Alonso dans l'autre Alpine. Et dixième, Zhou Guanyu, la seule recrue du plateau qui inscrit son premier point de la saison. Alors, on va commencer sans plus tarder par un classique, les évaluations post-Grand Prix. Alors, avec tout seigneur, tout honneur, Julien, euh, peux-tu nous donner tes évaluations? Donc, performance, contre-performance et moment cocasse. Très bien. Alors, si je vais pour la performance, je vais y aller avec Charles Leclerc. Définitivement, qui a nettement dominé la course, à mon avis. Bon, il y a eu quand même quelques combats intéressants, plus en début de course avec Max Verstappen, mais tout de même, on a senti là, que Charles était en plein contrôle, malgré les quelques échanges de places qu'il y a eu à quelques reprises. Vraiment, selon moi, Charles Leclerc a eu définitivement la meilleure performance. Ce serait facile pour les contre-performances d'y aller avec les Red Bull, mais étant donné que la responsabilité ne peut pas vraiment leur être attribuée, de mon côté, j'irais peut-être avec une critique de Mick Schumacher. Au sens que, bien qu'il y ait eu un incident avec Esteban Ocon en début de course, j'ai jamais senti que Mick Schumacher avait été en mesure de reprendre le contrôle, malgré le fait que la Haas semble performante. On voit que Kevin Magnussen a terminé en cinquième position, ce qui figure parmi les meilleures performances de Haas depuis le début de l'écurie. Donc, de voir que Mick Schumacher n'a pas été en mesure d'être dans les points, de voir que Joe Guanyu a, lui, de son côté, été dans les points, c'est définitivement ma contre-performance. En ce qui a trait maintenant à l'événement cocasse, c'est une. Ben, je soulignerais probablement la sixième place de Valtteri Bottas dans une Alfa Romeo qui certainement m'apparaît imprévisible. Donc, Valtteri Bottas dans une Alfa Romeo qui n'a plus besoin de la Mercedes pour être dans les points et qui, à mon avis, fait taire certains de ses détracteurs. Oui, définitivement. Et j'ai hâte de parler. On va en reparler rapidement de Alfa Romeo et de Valtteri Bottas parce que oui, c'était pas un départ fameux pour le Finlandais, mais finalement, il s'est bien repris. Jean-Sébastien, tes évaluations de post-Grand Prix de Bahreïn. Alors, évaluation post-Grand Prix, la performance du jour devrait aller, à mon avis, à Kevin Magnussen qui a sèchement battu Mick Schumacher, pilote qui connaissait assez bien l'équipe, mais bon, c'est de nouvelles voitures, ce sont de nouvelles régulations, donc à partir de là, tout est nivelé à partir de zéro. Donc, K-Man qui, encore une semaine, n'était nulle part,
coincé dans des formules prototypes nord-américaines, arrive en Formule 1, finit 5e. C'est une super performance, franchement. Il aurait sans doute même dû mériter le pilote du jour, mais le vainqueur a souvent une prime à la popularité du public. Donc, à partir de là, ça va de soi. La contre-performance, quant à elle, je la donne à Nicolas Latifi, qui était sèchement battu par son coéquipier. L'année passée, oui, c'était normal qu'il soit battu parce qu'il y avait George Russell, mais là, c'est Alex Albon qui est franchement pas le meilleur des pilotes de Formule 1. Et là, il était nulle part. Ça pose la question carrément sur son avenir en Formule 1. S'il nous fait d'autres résultats comme celui-là, ça va être difficile. Il est chanceux d'être payant pour Williams avec sa commandite d'une grande institution bancaire canadienne. Mais au-delà de ça, non, ça allait pas du tout. L'élément ensuite cocasse s'est déroulé, à mon avis, sur Sky Sport lors du Gridwalk, lors du Martin's Gridwalk. Martin Brundle a commencé à interviewer le prince de Bahreïn et on l'a identifié à l'écran comme étant le président de la Fédération internationale de l'automobile. Évidemment, c'est juste un petit peu de tromper de personnes. Et après, on a eu le vrai président de la Fédération internationale de l'automobile et on a affiché correctement son nom. Donc, ouais, c'était juste un petit peu cocasse. Donc, ce qui prouve que lorsque c'est temps de connaître les personnalités internationales, ben non, on ne connaît pas vraiment les personnalités internationales. On est loin de Megan Thee Stallion, en tout cas. Oh oui, on est loin de ça. Donc, Abdou, de ton côté, le top 3... Ben, moi, honnêtement, performance, je vais donner à Charles Leclerc, mais aussi à Kevin Magnussen. Mention honorable à Zhou et Yuki Tsunoda, quand même. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de Tsunoda, mais il a été vraiment bon dans cette course. À faire de performances solides. La Tauri, à part le feu pris dans un virage 4 qu'on ne veut pas, pas reparler. C'est non. Mais sinon, Tsunoda a été bon, donc mention honorable. Au fait, c'est quand la dernière fois? Dis donc, c'est quand la dernière fois qu'on a vu 2 pilotes d'origine asiatique marquer des points? Ouh, ça c'est une bonne question. Je me posais la question, j'essaie de chercher avant qu'on débute le balado et j'ai pas trouvé. Donc c'est peut-être une première, mais c'est à confirmer. Pendant que tu mentionnais que les 2 Asiatiques ont marqué des points. Oui, parce que je pense que ça doit être une première. Évidemment, on a eu Kobayashi dans le temps, mais je pense on a eu Takuma Sato, on a eu Nakajima, on a eu Shinji Nakano, Katayama, on a eu plusieurs pilotes japonais principalement, mais là, pour la première fois, je pense qu'on a 2 pilotes asiatiques qui ont été points, mais je pourrais me tromper. Oui, en effet. Donc ça, ce sera peut-être à vérifier. Mais en effet, ouais, c'est quand même intéressant. Contre-performance, écoute, McLaren tout court. Oh! Mais c'est pas la faute au pilote. Non, c'est pas la faute au pilote. La voiture est juste en deçà de ce qu'on peut attendre. Je vais donner un peu de lousse à Daniel Ricciardo parce qu'il revient de la COVID-19, donc on va pas trop le blâmer. Mais my God, que la McLaren est mauvaise. On dit ça, mais quand même, Ricciardo finit devant Norris par 2 secondes. En plus, donc ça fait mal pour Norris, sachant que l'année dernière, il avait largement le dessus sur Ricciardo malgré la victoire de ses derniers en Italie. Moment cocasse, j'en ai pas tant vu maintenant que tu me parles du gridwall de Brundle, j'ai envie de l'inclure. Donc, voilà, ça ce sont mes évaluations. On va passer maintenant aux choses sérieuses. On va parler de la hype. Ferrari, elle est vraie maintenant. Donc, première victoire de Ferrari depuis Singapour 2019. Et c'est sur ce même Grand Prix aussi qu'il y a eu le dernier doublé Ferrari. Donc, quand Vettel et Leclerc avaient fini premier et deuxième. Comment avez-vous trouvé la performance globalement de Ferrari au cours du week-end? On va commencer avec Jean-Sébastien. Performance propre, c'est ce qu'on attendait d'une équipe qui veut se battre pour le championnat du monde. Clairement, ils sont l'équipe devant. Le travail pour les autres sera conséquent, c'est-à-dire pour les autres Red Bull, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui vont pouvoir compétitionner pour le trophée de meilleure équipe cette année, parce que Mercedes, qui est quand même à un certain point, était à 37 secondes de la tête, juste avant la voiture de sécurité.
on ne rattrape pas 37 secondes dans une saison en 45 tours. C'est très compliqué. Donc, pour Ferrari, carton plein, super performance, ils sont là. La voiture est fiable, elle est super rapide. Par contre, c'est au niveau des réglementations, ça ne donne pas l'impression qu'il y a une vraie réglementation permet de pouvoir dépasser davantage. Oui, il y a eu des dépassements, il faudrait comparer par rapport à l'édition 2021, mais la façon dont nous avait vendu le concept n'est pas à la hauteur du concept vendu. Je pense les équipes ont trouvé des façons, justement, pour avoir un petit peu plus de derrière que prévu, et ça compte un peu. On a vu Verstappen, lors du changement de pneus, pouvoir être un peu plus présent, notamment à partir du 16e tour, mais il va en falloir beaucoup pour Red Bull pouvoir remonter la pente par rapport à Ferrari, parce que ça sera l'équipe à battre. Et qui sait, peut-être que c'est Leclerc, en fait, qui sera meilleur que Carlos Sainz. Ouais. Mais la saison est encore longue, il en reste 22. C'est vrai. Donc là, ça va être une question de constance. Julien? Je dirais que Ferrari a rempli sa promesse envers ses fans. Parce que Ferrari misait énormément sur 2022 pour faire un retour, si on veut, parmi les meilleurs de la F1. Donc, on a vu en 2020, ça avait été une saison qui était somme toute catastrophique. Pour ce qui est de la saison 2021, ça a été quand même une bonne saison. Mais ceci dit, au courant de cette saison-là, voire même 2020, on mentionnait d'emblée que toute l'énergie allait être mise sur les changements de régulation de 2022. Donc, il y avait énormément d'attentes et de pression envers Ferrari pour bien performer. Et advenant le fait que Ferrari ait une mauvaise performance aujourd'hui, ça aurait été un fiasco monumental pour l'écurie. Donc, de voir un doublé à la première course de la saison 2022, c'est vraiment ce que l'écurie avait besoin. C'est ce que les tifosi avaient également besoin. Et là-dessus, on peut dire, je dirais pas que le travail est accompli parce qu'entendons-nous, ce n'est que la première course, mais tout de même, chaque Ferrari a le vent dans les voiles. Puis, j'ose croire, j'ai pas consulté les médias italiens encore, mais j'espère qu'ils vont féliciter Ferrari de la même façon qu'ils l'auront dénigré à quelques reprises dans les années précédentes. Finalement, je dirais que présentement, c'est une très mauvaise nouvelle pour Red Bull de voir 3 voitures qui ne terminent pas la course et de voir que le prochain Grand Prix et le week-end prochain, ça m'apparaît comme étant somme toute catastrophique pour l'écurie. Et comme Jean-Sébastien l'a mentionné précédemment, définitivement que Red Bull a une pente à monter pour ne serait-ce que rejoindre Ferrari. Oui, en effet. Puis j'ai trouvé aussi, parce que je me suis souvent moqué de Ferrari et de leur stratégie qui sont parfois clownesques. Mais aujourd'hui, on a vu les Ferrari capables d'être bonnes stratégiquement. Leclerc s'est bien défendu face à Max Verstappen aussi dans cette belle bataille qui a duré pendant 3-4 tours à peu près. Carlos Sainz, bien que Larga été capable de solidifier un podium déjà en partant, mais le fait de dépasser Verstappen avant que ce dernier n'ait un problème, ça a été la cerise sur le Sunday pour la Scuderia. Donc, finalement, Ferrari sort avec le maximum de points possible déjà dans la première course de la saison et envoie un message clair au reste du peloton que finalement, la hype est vraie. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, ça va être de capitaliser sur le reste de la saison parce que on l'a vu, je pense, en 2017-2018, Ferrari s'écrasait, sur des erreurs de pilotage surtout, mais aussi parfois sur des erreurs stratégiques. Alors, si elle veut vraiment être en mesure de dire que c'est notre année maintenant, il va falloir mettre toutes les chances de leur côté. Certes, il va y avoir des courses où ils vont trébucher. On s'attend tous à ça, mais c'est de savoir comment remonter la pente. Donc, déjà, la première étape, elle est réussie. Maintenant, voyons voir ce qu'on va faire maintenant pour le reste. Donc, j'ai vraiment hâte.
Juste Vous me un mot. corrigerez, messieurs, puis pardon, je voulais juste mentionner un élément. Abdou, tu parlais de stratégie de Ferrari. Effectivement, puis il y a un aspect qui m'a vraiment surpris, puis on me corrigera, mais je pense que c'est Ferrari qui inscrivait les meilleurs temps dans les puits. Et ça, Oui, de loin. c'est Et de loin. fort, et ça, C'est c'est la seule fort équipe, c'est la seule intéressant. équipe à avoir fait des arrêts sur les 3 secondes. Tout à fait. Et ça, bon, on sent que le format 18 pouces est plus lourd pour l'équipe des puits, donc les temps sont un petit peu plus un peu plus élevés, mais vraiment, Ferrari, de façon générale, n'est pas reconnu comme étant l'écurie qui fait les meilleurs temps dans les puits, contrairement à Red Bull ou Williams, tandis qu'aujourd'hui, l'équipe était prête. Et ceux qui ont inscrit les meilleurs temps, je voulais le souligner. Oui, oui, exactement, c'est bien vrai. Jean-Sébastien, tu voulais ajouter un autre Je suis point? sur le site de la Gazzetto dello Sport, l'équivalent de l'équipe en Italie, évidemment, donc papier rose, hein, on le sait. Charles Leclerc déclare: j'ai essayé d'être intelligent en utilisant le DRS de la meilleure façon pour me défendre de Verstappen, mais la stratégie a fonctionné. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas de voiture de sécurité, mais au final, j'ai réussi à gérer la difficulté. Et plus loin, Sainte nous dit: je félicite Charles pour la victoire. Ferrari est de retour. Est-ce que c'était difficile? Oui, j'ai du travail dans les prochains jours et j'espère être de plus en plus fort jusqu'à la fin de la saison. Moi, je pense qu'il va l'être. C'est vrai qu'il va l'être. Je pense qu'il va l'être. Il est très fort, Carlos Sainz. Ouais. Manque juste la victoire. Manque juste la victoire, mais ça, on le sait, ça va venir cette année, c'est clair. Oui, exactement. Donc, au moins, notre prédiction d'avoir un nouveau vainqueur, elle tient encore le coup. Et moi, je pourrais dire, on pourrait déjà enlever Lando Norris de là. Oui, non, ça va pas arriver, Lando Norris. Ah ouais. Mais je sais que probablement l'écurie qui va suivre, Ferrari, Red Bull, devrait gagner un Grand Prix cette année, mais pas aujourd'hui en tout cas. Et les taureaux sont vraiment partis en panne. Là, on parle pas non seulement de Red Bull, mais aussi de la AlphaTauri de Pierre Gasly qui est parti en feu. Mais c'est crève-cœur pour Red Bull, soyons honnêtes. Julien, tu veux commencer? Oui, ben, tu l'as mentionné, les taureaux en panne, c'est un excellent titre. Vraiment, on sent que les problèmes hydrauliques chez Red Bull ont fait excessivement mal. Ben, pas juste, je parle des problèmes hydrauliques, mais les problèmes de moteur et tout. Bref, ça a été excessivement difficile pour cette écurie-là. De voir que les problèmes se sont transposés. Ben, non seulement Red Bull les a vécus, AlphaTauri en a vécu également, mais de façon un peu différente. C'est assez dramatique pour l'écurie présentement. Puis, comme je l'ai mentionné, je ne vois pas de quelle façon de quelle façon Red Bull pourra nécessairement être meilleur au prochain Grand Prix. Là. Un délai d'une semaine pour fixer, même pas une semaine en fait, pour un délai de quelques jours pour fixer un véhicule du genre, ça m'apparaît comme étant très ambitieux. Donc, je vois pas comment Red Bull pourrait espérer avoir un meilleur résultat, ne serait-ce que ne serait-ce qu'en tentant de garder le véhicule sur la piste et de pouvoir compléter la course. Mais non, c'est malheureux pour Red Bull qui vient quand même qui venait d'obtenir un champion du monde, mais qui recommence l'année de façon somme toute médiocre. Ouais, exactement. Puis, Jean-Sébastien, quand même, Verstappen dans le coup, mais disons, est-ce que la stratégie n'a pas fonctionné au goût de Max? La stratégie a plutôt bien fonctionné. On a vu que l'undercut fonctionne bien encore cette année. Donc ça, c'est bon signe. Après, c'est un petit peu plus compliqué d'évaluer exactement les problèmes. On sent qu'il y a un problème de moteur parce que c'est ça qui a coupé, c'est ce qui a été une des causes chez Verstappen, chez Perez aussi, parce que le moteur a freiné en virage, donc il a arrêté, donc l'arrière est parti, c'est naturel. Il y a aussi eu un problème électronique avec la servo-direction, semble-t-il. Parce que c'est pas tout le pilote qui fait l'effort de tourner le volant. Là. Il y a une aide électronique comme sur les voitures de série. Sinon, ça serait très difficile à faire tourner une voiture. Donc, à partir de là, il y a ces deux problèmes-là, mais surtout dans l'idée du moteur, je pense que ça peut se régler, contrairement à Julien, plutôt rapidement parce que c'est le même problème. Donc, on peut l'identifier, surtout avec les éléments télémétriques. On peut relativement identifier un problème maintenant facilement, contrairement à il y a plusieurs années. Donc, à partir de là, oui, ça va se corriger. Ça reste une voiture qui reste peut-être un peu fragile. Après, sur les pneus, comme tu as évoqué, Abdou,
le dur semble être trop dur, le tendre semble être trop tendre pour tout le monde. Donc, ça semble égaliser la chose. Peut-être à l'exception de Ferrari, mais encore, comme ils étaient devant, surtout pour Leclerc, Sainz, ça semblait avoir quelques. Ça semblait être pas top non plus, les pneus n'étaient pas super clean. Donc, à partir de là, il va y avoir du travail. C'est pas impossible. Est-ce que dans 5 jours, ça va être possible de pouvoir régler les problèmes? Peut-être pas. Le Grand Prix suivant en Australie, il y a des chances. Ouais. Et Donc, surtout qu'Arabie Saoudite, c'est très rapide. Ah, surtout là, puis Et ça va être on encore plus parler, rapide cette année. et surtout, on va parler de Mercedes, mais je pense qu'ils sont dans le trouble solide. Ah, mais Mercedes, ils sont dans le trouble. Oui. Ah oui, oui, oui. Mais vraiment, moi, je crois que oui, c'est dommage. Et pourtant, je disais ça en hors d'onde à Jean-Sébastien. La Red Bull était l'écurie qui avait le moins de problèmes de fiabilité. Et puis, boum, dès le premier Grand Prix, ben, on a problème électronique, problème de moteur et un moteur dans l'autre voiture Red Bull, ben, Red Bull B qui prend feu. Et moi, Donc, comme je t'ai répondu après, ce sont des essais privés. Tu peux faire et ce que tu as envie de faire. Et comme tu es capé au niveau du budget, tu n'as peut-être pas envie de provoquer un bris moteur, un accident. Donc, tu te dis, on va limiter là. On sait qu'on atteint notre limite. On essaiera de découvrir qu'est-ce qui arrive. Un peu comme un marathonnier, quand il est en train de faire un marathon, il ne va jamais faire nécessairement un 42 km. Il va peut-être s'arrêter au bout de 30. Puis après, ben, il va découvrir ce que c'est les 12 derniers kilomètres. Où il va se rendre jusqu'à 35 pour faire un 42, par exemple. Donc, il y a toujours cette idée de on va pas trop taxer d'un coup qu'il se passe quelque chose, parce que ça risque de coûter cher derrière. D'autant plus qu'en essai privé, le premier Grand Prix arrivait 7 jours plus tard, donc on ne pouvait pas vraiment se revirer sur un dissous pour pouvoir tout corriger. Donc à partir de là, oui, c'est sûr que c'était plus compliqué. Mais pour revenir pour Mercedes, parce qu'on va évoquer le sujet, c'est 3e et 4e, ça aurait pu être 5 et 6, ça aurait dû être 5 et 6 n'eût été des problèmes de Red Bull. Et 5e et 6e, ça ne sera pas l'exception cette année, ça sera la norme. C'est le podium qui est l'exception. On les verra pas nécessairement sur le podium. Comme j'ai mentionné, 37 secondes à 45 tours lors de la voiture de sécurité, on ne remonte pas ça en une saison. On ne peut pas trouver 8 dixièmes par tour sur un circuit comme celui-là qui est rapide. Sur un circuit plus lent, ça pourrait même être pire. Oh oui. Et justement, ben, on va parler de Mercedes. J'ai lu un tweet de Niran, a.k.a. FNG, un YouTuber que j'aime beaucoup. La voiture Mercedes est carrément une... et je fais une dédicace à Julien, une Toyota Yaris. Et pire, c'est que c'est Red Bull qui part avec 0 point. Donc, ouais, Mercedes. Et ce qui est quand même surprenant, c'est de voir, outre le fait qu'on a les Mercedes 3e et 4e, mais le reste des écuries au moteur Mercedes sont largués derrière. Écoutez, outre les Mercedes, on a, on a Albon 13e sur la Williams Mercedes, Ricardo 14e sur la Mercedes, Norris 15e, Latifi, ensuite on a Hülkenberg, puis évidemment on a Lance Stroll qui est 12e. Alors, Julien, ça a été... je posais aussi la question dans le chat privé des modérateurs de F1 Québec. Est-ce qu'on pourrait dire que le départ de Andy Cohen commence à se faire sentir, comme de Mercedes, qui est un peu le Manitou des moteurs Mercedes, commence à se faire sentir? C'est tellement difficile à dire après une seule course, mais je regarde les résultats, je les ai devant moi également, où on voit, 13e Albon, Ricardo, Norris, Latifi, Hülkenberg, c'est tous de la motorisation Mercedes. On parle dans tous les cas d'un résultat somme toute médiocre. Je me dis, pauvre Aston Martin qui misait tellement sur 2022 pour revenir encore une fois, qui un peu comme Ferrari faisait cette promesse là d'un renouveau, si on veut, d'une écurie qui va bien performer avec le changement de régulation. McLaren, somme toute, la même chose. C'est désastreux. Je pense que le départ de Cohen peut se faire sentir, mais encore une fois, étant donné qu'on n'en est qu'à une seule course, je dirais que c'est peut-être un peu présomptueux, mais disons qu'en F1, il y a parfois peu de coïncidences. C'est vrai.
Et en plus, quand tu fais pire que la Renault, ça fait mal. Ça fait mal. Puis, Jean-Sébastien, tu le disais aussi, avant la voiture de sécurité, 37 secondes. Ouais. Je te disais aussi, hors d'onde, Toto Wolff qui disait on était plus chanceux aujourd'hui que fort. C'est quand même quelque chose qu'on disait. Puis tout le monde disait que Mercedes faisait du sandbagging, mais ils sont dans un sable On mouvant. s'est tellement fait habituer à se faire dire que ça allait mal, puis ensuite ça va bien. On s'est tellement habitué au sandbagging qu'on y a cru encore cette année. Dans le balado cette semaine, lorsqu'on a fait les prédictions, on y a tous cru encore au sandbagging. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben non, pour une fois, ils l'ont pas fait. Donc, je suis presque content de voir Mercedes avoir autant de malchance à cause des histoires de sandbagging à chaque année. Et oui, comme je disais Julien il y a un instant, oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde le classement, c'est tous des motorisations Mercedes. Pour autant, ce sont tous d'exécrables voitures. Je ne pense pas que c'est juste le moteur le problème chez Mercedes. Ouais. C'est le package d'ensemble. Parce qu'à l'Aston Martin, c'est pas bon. La Williams, c'est pas bon non plus. La McLaren, horrible voiture, et c'est pas à cause du marsouinage c'est pas à cause du moteur. Le problème de McLaren, c'est aussi du marsouinage, c'est pas juste le moteur. C'est des problèmes qui sont beaucoup plus endémiques que juste le phénomène du moteur. Et c'est pas juste le départ d'une seule personne chez Mercedes, c'est le départ d'une série de personnes, comme a dit Martin Brundle pendant le Grand Prix, qui sont partis notamment chez Red Bull au cours de la dernière année et demie, qui a fait en sorte qu'il y a un changement d'intelligence. On l'avait mentionné l'année passée, notamment au wrap-up. Il y a sans doute la fin d'une ère chez Mercedes. Là, on le sentait depuis le début de la saison 2021, puis là, ça s'est confirmé. Ouais. Et là, on ne reviendra pas à ce juggernaut, excusez-moi l'expression en anglais, qui est Mercedes. Ouais. Et si c'était le cas, ça prendrait bien du temps, parce que c'est pas vrai que c'est pas vrai qu'en l'instant d'une semaine, Mercedes arrive puis il nous plante un doublé d'électricité. On n'en trouve pas 35 secondes comme ça par hasard. Ah non, c'est ça. C'est vraiment un problème en soi. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas eu de problème. Bon, à part un problème hydraulique au cours de la journée du samedi, c'est Kevin Magnussen. Une belle rédemption quand même. Premier point pour Haas depuis le Grand Prix de l'Eiffel 2020 où Romain Grosjean avait inscrit une 9e place. D'ailleurs, parlant de Grosjean, c'est sa première course en IndyCar qu'il a abandonné malheureusement. Donc, en IndyCar en ovale, je devrais dire. À Texas, il a abandonné. Mais vraiment, une belle cinquième place pour K-Mag, qui a été dans le coup, qui s'est bien battu aussi contre Pierre Gasly. Et pourtant, évidemment, avec les circonstances politiques, sociales qui entourent l'invasion de la Russie en Ukraine, le retrait de l'ancien commanditaire et de l'ancien pilote, vraiment, je dois dire, la Haas est vraiment excellente. Ben, pas excellente, mais beaucoup plus compétitive que je le pensais. On la savait compétitive. À ce point-là, c'était pas clair, parce que pendant les essais privés, encore une fois, on revient en mardi, on dit au balado, on ne savait pas si la voiture était exécrable ou excellente. Finalement, elle est plutôt du côté excellente, n'eût été d'où par Haas par rapport à l'année passée, qui était vraiment le fond de la cave. 10 points pour Kevin Magnussen, super performance. Faut quand même relativiser que ça n'arrivera pas toutes les semaines. Surtout qu'il y a eu 2 abandons en tête avec les 2 Red Bull. Donc, Kevin Magnussen, qui est parti 7e, aurait sans doute terminé 7e également. Contre-performance pour Mick Schumacher, qui a sans doute pu marquer des points aujourd'hui, n'eût été de l'incident avec Esteban Ocon. Je suis sûr que s'il a coûté les quelques places, il aurait permis de pouvoir marquer finalement des points en Formule 1. Dans l'ensemble, c'est un très, très bon week-end pour Haas. Ils auront des chances de pouvoir finir décemment au championnat des constructeurs cette année. Ça semble être une certitude. Oui, effectivement. Je crois que... Moi, j'avais dit qu'ils finiraient au moins 8e. Ça semble être le cas. Mais là, je pense... Ils vont peut-être même finir plus haut. Écoute, ils sont présentement 3e au classement des constructeurs actuellement. Hey, la 3e meilleure voiture du plateau après une course quand même, hein? Hey, c'est fou. C'est fou, là. Si vous m'aviez dit que ça allait passer de dernier à 3e en l'espace de quelques mois,
Moi, je pense J'ai que déjà hâte à l'épisode de Haas dans Drive to Survive. en effet, en effet. Ça va être, surtout la première course, ça va être du bonbon. Exact. Julien, on en a parlé un peu dans les performances, mais globalement, tout le week-end pour Haas, on part au moins sur une très bonne fondation pour les prochains Grands Prix. Ah, vraiment. As qui disait mettre toute son énergie pour 2022, ben on le voit. Ça a eu ses résultats, puis on peut dire merci à l'argent d'Uralkali qui aura permis à cette voiture vraiment d'avoir, ben c'est pas que l'argent, on s'entend, mais c'est cette commandite-là qui aura été fort lucrative l'an dernier, aura permis de développer ce qui semble être une excellente voiture, du moins dans les standards de Haas pour cette année. Puis à quel point ça fait du bien de revoir Kevin Magnussen en F1. C'est un pilote qui était haut don sous-estimé. Puis tu l'as mentionné en début de podcast, Abdou, il y a une semaine, Kevin Magnussen était complètement absent de la F1. C'est quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de conduire une F1 pendant 1 an, qui n'a pas eu accès au simulateur et tout, revient avec une expérience différente. Et puis, obtient une 5e place. Oui, qu'il faut relativiser en raison des abandons de Red Bull. Mais c'est ça, là, au moins, un pilote qui a longtemps été négligé pour son talent. Puis, on sent que c'était un pilote qui était extrêmement apprécié au sein de l'écurie. C'est quelqu'un qui a un point de vue assez exceptionnel sur la voiture. Donc, de voir une Haas performante avec un pilote performant, c'est tout ce que l'écurie pouvait faire. Et également, je pense que le téléphone doit sonner en ce qui a trait au commanditaire de Haas, présentement. Je suis assez convaincu. Ah, Le téléphone va sonner aussi chez Ferrari parce que sur l'aileron arrière, il n'y a pas de commanditaire. C'est vrai. Il n'y a pas de... Ah, ben c'est le dos de l'aileron arrière, effectivement, qui a un commanditaire, mais... Il va y en avoir un. Tout à fait. Ah, ça c'est assez certain. Puis Haas, ben, bon, on parle d'une livrée blanche, il y a beaucoup d'espace pour acheter beaucoup de commanditaires. Donc, je pense que au courant de la saison, ces espaces-là vont être occupés. Puis je l'espère. J'ai envie d'ajouter, on a peut-être une nouvelle de dernière minute. Selon Ted Kravitz, et je vais mettre l'accent sur le conditionnel, la FIA serait en train d'inspecter la voiture de Carlos Sainz. Oh! Est-ce que c'est pour l'instant quelque chose, parce que c'est quelqu'un sur Twitter qui mentionne et qui regarde probablement le notebook de Ted Kravitz sur Sky Sports, mais c'est quelque chose que je viens de vérifier sur Twitter. Je ne sais pas à quel point c'est véridique, mais et présentement, je regarde sur le site de la FIA. Bon, présentement, il n'y a pas encore de nouvelles, mais si tel était le cas, ben, ouch! Est-ce qu'il y a des rumeurs quant au motif de l'inspection? Non, toujours rien. Donc, on dit juste qu'ils sont en train d'inspecter la voiture, mais évidemment, si jamais avec quoi que ce soit, ben, sur les réseaux sociaux, on va vous mettre au courant. Mais présentement, c'est la seule info qu'on a. Donc, on garde ça au conditionnel. On va parler de Valtteri Bottas et d'Alfa Romeo ensuite. Belle performance quand même pour l'ancien pilote Mercedes et Williams qui inscrit une 6e place. À la position, il est parti, mais il faut qu'on parle de son départ qui était exécrable, soyons honnêtes. On va commencer avec Julien. Qu'as-tu pensé de la performance générale du Finlandais et amateur de café? Donc, tu l'as mentionné, un départ exécrable. Je pense qu'il a perdu 7 ou 8 places à son départ. 8 places à son départ, ce qui était assez épouvantable. Mais une très, très belle reprise de Valtteri Bottas qui réussit à terminer 6e quand même. Je vous avouerai que j'étais convaincu que la Alfa Romeo allait être la pire voiture du plateau cette année. Notamment en raison des tests qui s'étaient avérés peu fructueux pour l'écurie. Mais finalement, on sent que ça semble être du moins une voiture qui est assez fiable, qui est assez intéressante, qui permet de mener des combats somme toute impressionnants. Donc,
belle performance vraiment du Finlandais qui est très, pardonnez-moi l'expression, mais roller coaster ou up and down en ce qui a trait à ses départs. Valtteri Bottas, c'est soit très bon, c'est soit très mauvais. Aujourd'hui, ça a été très mauvais, mais quand même, contrairement à certaines de ses performances chez Mercedes, on a vu un pilote qui a été capable de revenir dans la course, qui a été capable de remonter le plateau. Puis là-dessus, il faut le donner à Valtteri Bottas. C'est une très belle performance, probablement parmi les meilleurs du jour, soit dit en passant. Donc, je suis impressionné, je dois l'avouer, non seulement par l'écurie, mais par le pilote. Oui, effectivement. Et Jean-Sébastien, toi, qu'as-tu pensé de la performance de Bottas? C'est difficile d'évaluer Bottas dans la mesure où on a vu son départ, il y a eu beaucoup de, ce qu'on dit en anglais, le wheel spin. Le départ était un peu lent du côté de Bottas, mais il partait du mauvais côté de la piste, un peu comme Verstappen. Et après, on ne nous a pas montré la reprise pourquoi Bottas plutôt a perdu 8 places. Oui, on l'a vu qu'il y en avait perdu déjà 2 ou 3, mais ensuite, les autres positions, on n'a pas très bien compris. Puis aussi, on n'a pas très bien compris, oui, il y a eu l'incident avec Mick Schumacher et Esteban Ocon, mais derrière, il y avait un gros écart avec les autres voitures. Donc, est-ce que Bottas était juste coincé dans le trafic? C'est pas si clair. Peut-être juste un mauvais positionnement de piste et à partir de là, il perd beaucoup de place. Mais n'empêche, parti 6e, fini 6e, alors qu'au début, à la fin du tour 1, il était en 14e position. Donc, la voiture est rapide, la voiture est performante. Il a semblé à un moment donné même vouloir se battre avec les Mercedes. Donc, c'est assez intéressant. C'est bien pour lui. Donc, c'est que du positif pour Alfa Romeo. Du côté de Zhou de Zhou, on peut juste s'en féliciter parce qu'il marque un point. Tant mieux, n'eût été des abandons des Ferrari, il n'en aurait pas des Ferrari, mais des Red Bull plutôt, il n'en aurait pas marqué. Donc, une deuxième position, c'est un très bon résultat aussi. Ça donne beaucoup de motivation pour la suite du championnat. Donc, c'est que du positif pour Alfa Romeo qui, je pense aussi, être pas loin d'être dans le fond de la cave. Ah oui, définitivement. Je crois que Zhou, déjà, il n'est pas si mauvais qu'on pouvait le penser. Je crois qu'il a montré ses couleurs aussi. Alors, évidemment, et en termes de performance, il n'était pas si loin de Bottas aussi. Alors, non plus. Donc ça, moi, c'est une bonne nouvelle. Aux détracteurs du pilote chinois qu'on dit que c'est juste un pilote payant, c'est pas vrai, il a fini 3e de la Formule 2. Hein. Il a su gagner des Grands Prix. Donc, il est rapide. Il est juste très riche au niveau de ce qu'il apporte dans l'équipe en la raison des éléments financiers. Peu de pilotes arrivent avec autant d'argent et ont du talent. Le dernier pilote à avoir terminé 3e en F2 puis avoir passé directement de la Formule 1, c'était un Alex Albon. Et Alex Albon, oui, c'est peut-être pas le meilleur des pilotes, mais c'est pas le pire non plus. Là. On a juste à se comparer, par exemple, à un certain pilote russe, puis à partir de là, on comprend, on est capable d'évaluer qu'est-ce qu'un pilote payant d'un pilote avec du vrai talent. Avant de passer à la catastrophe McLaren, on a peut-être du nouveau concernant Red Bull. Toujours dans le conditionnel, ça se pourrait qu'il y aurait des problèmes avec la pompe à essence. Et ça, c'est une composante qui est standardisée. Donc, c'est pas une pompe à essence qui est conçue par l'écurie, mais par Magneti Marelli et qui a été approuvée par la FIA. Donc, et j'ai lu rapidement aussi, bon, ça vient de la traduction anglaise-allemande là, de Amos, que je pense qu'il y a des équipes qui auraient des craintes concernant la pompe à essence. C'est très intéressant. Est-ce qu'on pourrait, dans ce cas-là, même carrément demander aux équipes de fabriquer leur propre pompe à essence? Ça va être à suivre. Dans ce cas-là, il faudrait relever le plafond budgétaire parce que c'est quoi de l'argent de fabriquer une pompe à essence? Exactement. Donc, l'idée derrière la standardisation de la pompe à essence, c'était pas justement pour essayer de contrer encore la controverse Ferrari d'il y a quelques années sur la consommation d'essence au nombre de kilomètres ou au nombre d'un Grand Prix. C'était ça un peu l'objectif, je pense? Ouais, je pense que c'était ça, en fait. Donc, c'est ça, je vous lis ça tout de suite. Traduction libre. Les équipes et la FIA sont inquiets à propos de l'essence
Parce que bon, c'est une part standardisée de Marley depuis cette année. Durant les essais, les équipes ont eu des problèmes avec le système électronique, ce qui veut donc il y a eu des cracks, ce qui faisait en sorte que l'essence, le pétrole pénétrait dans le système électronique. Ah oui, ça fait un peu un bon effet non plus, hein. Ouais, exact. Donc, Ça après peut les prendre en feu, qualifications. puis... Ouais, exactement. Ça pourrait être dangereux. Mm. Et après les qualifications, certaines équipes ont demandé à la FIA de vérifier les pompes. Évidemment, la requête a été acceptée. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'il faudrait surveiller au cours des prochaines semaines parce que, même des prochains jours, parce que si jamais c'est quelque chose qui était véridique, en lien avec l'abandon des deux Red Bull et possiblement de l'abandon de Pierre Gasly, ben, ça risque d'être un sujet chaud au cours des prochains jours. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va surveiller. Mais là, il faut qu'on parle de McLaren. Ouf, que c'était pas beau à voir, Julien. Vraiment pas. C'était difficile. Bon, Ricardo finit devant Norris, surtout avec le fait que ce dernier a manqué l'entièreté des essais de la semaine d'avant. Alors, quand même, c'était quand même assez intéressant de voir, ben, intéressant dans un sens de voir Ricardo devant Norris, mais difficile à voir de voir McLaren, surtout après leur magnifique début de saison l'année dernière. J'espère pour Lando Norris que cette course-là ne va pas trop le décourager d'avoir signé un contrat de très longue durée avec McLaren, parce que sincèrement, c'est un début désastreux pour une écurie qui dit vouloir se battre pour la 3e place, ou du moins voulait se battre pour la 3e place, pour une écurie qui disait, ben, évidemment ne dira pas le contraire, mais qui prétendait être extrêmement compétitive en 2022. C'est possiblement, présentement, ce qu'on voit de McLaren, c'est du McLaren 2017. C'est assez terrible pour cette écurie-là. Vraiment, bon, Jean-Sébastien l'a mentionné précédemment, il y a très possiblement un problème de marsouinage avec ce véhicule-là. Également un moteur Mercedes qui est très peu performant, mais il y a certainement autre chose. C'est pas normal que McLaren les freins. Les freins, également. Les freins, c'est un gros problème aussi. Qui ont des freins qui ont très peu souvent convenu à Daniel Ricciardo, de ce que j'en comprenais durant les années précédentes, ben, lors de l'année précédente. Mais pour ce qui est de cette performance-ci, je pense qu'on peut parler d'un des pires moments modernes de McLaren présentement. Je ne vois vraiment pas comment cette écurie-là, dans les faits, peut remonter la pente. Ouais, ça va être très compliqué. Et je disais à la blague, c'est ça qui arrive quand vous mettez Google Chrome sur les roues. Ça va surchauffer. Ouais. Donc, mais Jean-Sébastien, tu le disais aussi, je pense que tu nous montrais le mime que la Fédération française de la loose a fait concernant le contrat de Norris. Oui, on voit jeune Lando Norris dans les graviers et dire qu'il a signé pour 4 ans. Ouais. Ça va être la soupe à la grimace chez Working et la liste des priorités, sachant que c'est une erreur de dire qu'une liste des priorités ou ma première, deuxième priorité, parce qu'une priorité, il n'y en a qu'une seule, est passablement longue, mais ici, la liste des projets est longue, parce qu'il faut régler le martionnage, il faut régler le problème de grippe avec les pneus, il faut régler les freins, et c'est pas juste un problème chez Ricciardo, qui est un problème endémique chez Ricciardo, il y a toujours de la difficulté à s'adapter à des nouveaux freins, mais là, c'est Norris aussi. Il y a aussi le problème du moteur. Heureusement, le moteur, c'est pas tant eux qui peuvent le régler, là, donc ça fait un élément de moins sur la liste, mais c'est des éléments qui sont quand même assez fondamentaux, que d'autres équipes ont déjà pu trouver des solutions. Donc, à partir de là, ça va être très difficile. Et eux, contrairement à Mercedes, eux, ils en ont pour longtemps. Comme Julien disait, c'est sans doute une des pires performances de McLaren dans les dernières années. On s'approche tranquillement de 2013 avec Honda. On s'approche tranquillement de cette époque-là. Ah, j'ai peur, là. C'est pas les belles années McLaren devant nous.
Ah ouais, ça, j'ai peur pour les fans aussi. Alors, ça va être Les Britanniques en absolument. Formule 1, que ce soit les fans, les fans britanniques, les équipes britanniques ou les pilotes britanniques, ils l'auront très difficile cette année. Et oui. Et en ce moment, je viens de regarder Félix Rosenqvist, qui est parti en pole pour l'épreuve IndyCar au Texas, a abandonné. Et Pato O'Ward, ton préféré Julien, est 17e. Quelle Donc, mauvaise journée pour McLaren. quelle mauvaise journée pour McLaren, en tout cas. Heureusement, il n'y a pas de course d'Extrême E ou bien de course e-sport pour McLaren Shadow parce que ça aurait été un week-end. Ben, rajoutons aussi, tiens, si on veut toujours parler de McLaren, Benjamin Daly, sur le YouTuber qui a dit en début de saison, si Ferrari gagne le championnat du monde des constructeurs, je m'achète une Ferrari. Oh my God! Ça part bien! Ça part très bien pour tout l'univers McLaren proche, apparenté ou directement impliqué. Wow! C'est ça qu'on dit que McLaren. McLaren. Faisons juste rappeler Benjamin Daly, YouTuber australien très connu qui vit au Royaume-Uni et qui travaille pour l'équipe numérique de McLaren. Exact. Oui, Julien, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, oui, puis je voulais ajouter que, bon, on parle de McLaren comme étant une écurie qui est en bonne santé financière. Moi, j'aimerais quand même mitiger cette santé financière-là de McLaren qui a dû vendre son building, qui a dû entreprendre, qui a dû plutôt se lier à des prêts excessivement importants, puis qui a, du moins de façon générale, entrepris une refonte financière excessivement audacieuse qui mise sur une bonne performance de l'écurie, sans quoi les passifs de cette écurie-là vont devenir excessivement lourds. Donc, de voir McLaren qui présentement obtient des résultats aussi médiocres, je suis très inquiet. La recapitalisation de près de 600 millions de livres sterling n'aide en rien McLaren par rapport à cette année. C'est même sans doute un boulet. Être locataire de l'usine à Working est aussi un immense boulet. Je ne comprends pas qu'on arrive à vendre un tel asset. Il me semble que c'est la dernière chose qu'on essaie de vendre, c'est là où on travaille. Surtout quand le lieu est aussi beau, je veux dire, moralement, au moins ça peut contribuer aux équipes, mais ça, les décisions vont de mal en pis. J'ai peur pour McLaren, en tout cas. Ça va pas être beau à voir cette saison, s'ils sont capables de remonter la pente, mais... Ouais. Mais c'est intéressant de voir, l'année passée, Andretti Racing avait essayé de racheter Alfa Romeo. Peut-être que cette année, vu les malchances de McLaren, qui sait, c'est peut-être cette équipe-là qui va pouvoir racheter. J'ai un peu de... Je ne pense pas que ça pourrait arriver. Je sais que oui, les deux sont compétiteurs en IndyCar. Je sais qu'il y a un genre de mini-deal avec Andretti United, aussi Autosport, mais je pense pas que ça pourrait arriver. Je pense vraiment pas, mais qui sait, il y a toujours des balles courbes qui arrivent en Formule 1, comme ce fut le cas de Kevin Magnussen, qui revient en Formule 1. Et pour terminer, on va parler évidemment des Canadiens en action. C'était pas fameux, mais c'était mieux que samedi. Je parle pas du match, mais je parle bien des pilotes. Lance Stroll qui finit 12e après être parti 19e et Nicolas Latifi qui finit derrière Alex Albon. Lance Stroll qui fait du Lance Stroll, c'est-à-dire exécrable en qualification, excellent au premier tour. Ouais. Et après, advienne que pourra, a pu remonter mécaniquement en raison des abandons, en raison de la course par attrition qui s'est déroulée, sinon il aurait terminé 15e. Du côté de Nicolas Latifi, avant-dernier, ou en fait techniquement dernier, parce que Hülkenberg, on s'entend, ne revient pas au prochain Grand Prix. Enfin, on suppose qu'il ne reviendra pas. Hein. Enfin, on espère qu'il ne revienne pas. On espère que Sébastien Vettel puisse revenir. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Ouais, c'est très mal parti. J'avais prédit que notre Canadien Nicolas Latifi ne reviendrait pas en 2023. Je suis
presque en train de vouloir réviser en disant aussi que Lance Stroll ne reviendra pas en 2023. Ouh! Ça va être difficile. Et ça, c'est, comme on dit, c'est du capital punishment. Là. On n'a pas envie de rester là longtemps. Sébastien Vettel non plus n'aura pas envie de rester là longtemps. Ouais. Ouais, ça... Si c'est pour se battre avec les Williams, quand tu es 4 fois champion du monde, tu n'as pas envie de te battre là. Ouais, exactement. Ah, mais c'est quand même une prédiction assez intéressante. Mais je sais pas, mais ça va, pour Stroll, ça va dépendre du père. Parce que lui, il est là pour gagner. Et il est là pour gagner, puis il a mis beaucoup d'argent, puis il va avoir un retour sur son investissement. C'est un homme d'affaires. Et il a parti beaucoup d'entreprises qui ont connu de grands succès. Ouais, effectivement. Et Julien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Stroll? Stroll s'est sauvé la face en terminant d'abord devant Nico Hülkenberg. Si advenant qu'Hülkenberg termine la course devant Stroll, ça aurait été un désastre pour l'image de Lance Stroll. On sait que, bon, comme l'a mentionné Jean-Sébastien, Stroll a fait un Stroll de lui-même, donc excessivement mauvais en qualification, excellent lors des premiers tours. C'est une belle 12e place dans les circonstances. En ce qui a trait à Nicolas Latifi, je réitère la prédiction de Jean-Sébastien, comme quoi il ne sera pas en F1 l'an prochain. Pour ce qui est de Lance Stroll, je voudrais dire quel est l'avenir d'Aston Martin dans les faits. Est-ce que son père souhaite garder Aston Martin avec des performances du genre? Je ne le sais pas, mais il faut quand même considérer que Stroll père a quand même lié beaucoup d'investisseurs à son écurie de par ses contacts. Je pense notamment à Power Corporation qui a investi énormément d'argent dans cette écurie-là. Donc, advenant une vente, advenant un Stroll père qui décide de jeter l'éponge, ben là, c'est sûr que Stroll ne serait plus là dans les faits, mais ça enverrait quand même, à mon avis, un très mauvais message à l'homme d'affaires qui est Lawrence Stroll. Donc, je ne serais pas prêt à faire cette même prédiction-là. Ceci dit, comme l'a mentionné Jean-Sébastien, Stroll père demeure un homme d'affaires. Il veut un retour sur son investissement, puis présentement, il ne l'a pas du tout. L'image d'Aston Martin est affectée de façon assez importante. Il va vouloir éventuellement, non seulement avoir certainement une voiture qui est performante, mais avoir des pilotes qui le sont également. Donc, est-ce que Lance Stroll est le pilote pour d'une écurie performante? J'en doute beaucoup. Je l'avais déjà mentionné une fois l'année passée au balado. Les équipes sont là pourquoi en Formule 1? Elles sont là pour vendre des voitures. Si Ferrari, Mercedes, prenons juste ces deux équipes-là, vendent des voitures grâce à la Formule 1. Est-ce qu'Aston Martin vend des voitures grâce à la Formule 1? Ben voilà. Ouais, ils vendent davantage de voitures sans doute à cause de James Bond. De James Bond, oui, surtout ça, oui. C'est pas la Formule 1 qui va faire vendre des voitures à Aston Martin. Et moi, disons que j'ai de l'argent, je ne m'achète pas une Aston Martin pour dire j'aime Aston Martin à cause de l'équipe de Formule 1. Ouais. Surtout au prix que ça coûte aussi. Surtout au prix que ça coûte. Je m'achète plutôt une Ferrari ou une Mercedes ou une autre voiture de ce style-là. Ou sans doute une Alpine. Surtout une Alpine, ouais. Oui. Ça va être plus abordable et plus fiable aussi. Mais ouais. Mais non, vraiment, là. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que Stroll est à sa 6e saison en Formule 1. Moi, hier, je l'ai dit sur Twitter, je suis sur ce coup-ci, là, sa 19e place, je ne suis pas prêt à le défendre. Parce que c'est pas normal que tu finisses derrière Nico Hülkenberg, même si ce dernier est quand même bon en qualification, soyons honnêtes, et qu'il n'est pas roulé, en fait, depuis le Grand Prix d'Eiffel 2020, en plus, une course la course où il a remplacé Stroll, justement.
Mais je ne peux pas croire que tu te qualifies derrière un pilote qui n'a pas roulé depuis 18 mois et qui, le seul truc qu'il faisait pour rouler avec les voitures actuelles, c'était dans le simulateur. Alors, heureusement, il a réussi à faire, comme tu l'as dit, Jean-Sébastien, un Lance Stroll de soi, c'est-à-dire faire un bon départ et de gérer sa course pour finir 12e. Certes, avec le double abandon des Red Bull, mais, et soyons honnêtes, la voiture est en deçà de ce que je pensais, en fait. Maintenant, voyons voir, est-ce que c'était juste un mauvais signe, un mauvais début? Mais présentement, je suis loin d'être satisfait de la course. Je suis loin d'être satisfait d'Aston Martin et surtout de Lance Stroll jusqu'à présent. C'est juste une course. Sans son père, Lance Stroll ne fait pas 6 ans de Formule 1. Il en fait 2 ou 3 tout au plus, comme a fait Antonio Giovinazzi. Sous réserve d'une performance en Formule 2. Sous réserve d'une performance de Stroll en Formule 2. Parce qu'oublions pas qu'il n'y a jamais eu la nécessité d'aller en Formule 2 contrairement à la grande majorité des pilotes. Donc, c'est ça. Oui, effectivement, il a gagné en Formule 3, mais il aurait probablement bien fait en Formule 2. Oui, moi je pense qu'il pouvait... Deuxième, troisième, là, un classique qui aurait pu lui permettre d'accéder à la Formule 1 sans doute. Il a le talent pour être en Formule 1, mais là ça devient limitatif. Il stagne. Ouais. Puis c'est ça, Latifi, moi je suis encore d'avis que ce sera pas en 2020. Moi je pense qu'on risque de le revoir en 2023, mais peut-être pas en 2024. Je vais être bold comme ça, à moins que les intentions de Jost Capito et de Dorilton soit de garder Latifi pour une autre saison en attendant, ou par exemple attendre Logan Sargent si jamais ce dernier devait être aussi bon qu'on pense, parce que moi je trouve que c'est un bon pilote, Logan Sargent, mais moi je vois Latifi revenir en 2023. Peut-être pas en 2024, mais peut-être en 2023. Mais ouais, mais pour les Canadiens, c'était pas fameux aujourd'hui. Et ouais, au moins c'était mieux que samedi. Alors, c'est ce qui complète. Donc, c'est ce qui complète en fait cette émission d'après-course du Bulletin GP dans le cadre du Grand Prix de Bahreïn. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Et jeudi, on a notre épisode sur Drive to Survive. On va faire notre critique. On a fini de regarder les épisodes de la saison 4. Donc, on sera là. Anna-Maria, Marc-André seront là. Puis on aura aussi quelqu'un d'autre. On vous tiendra au courant aussi. Mais on sera là pour revenir sur la saison 4 de Drive to Survive. Alors, Jean-Sébastien, un énorme merci d'avoir été là. C'est un plaisir et c'est toujours un plaisir aussi de dire tout et n'importe quoi, sachant qu'on a fait des pronostics en début de saison qui tiennent absolument plus à haute. Ouais, Mercedes, champion du monde des constructeurs, allez. Ouais. Et si je peux brag, je peux dire que j'ai été le seul à avoir dit que je se retrouverait dans les points. Donc, mais au moins, on est d'accord pour dire que ça va mal pour Mercedes. Je me dirais que ça pourrait être pire. Anna-Maria, quand elle dit Stroll allait gagner Montréal. Ouais, c'est vrai. C'est plus à la blague qu'elle l'avait dit. Hein. Ouais, en plus. Heureusement. Mais bon, c'est noté. C'est noté, c'est enregistré. Mais donc, on se retrouve jeudi pour notre épisode Drive to Survive. On se retrouve la semaine prochaine pour l'après-course du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et, je vais finir sur un jeu de mots, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut Abdou. Salut.